Il me volait depuis l'enfance, et maintenant, il cherchait aussi à me prendre ma femme. Le téléphone jetable vibra sous notre matelas à 2h47 du matin, une heure que je n'étais pas censé connaître. Harper supposait que je dormais profondément après un quart de travail de 14 heures sur le chantier. Cependant, l'insomnie était devenue une compagne fidèle ces dernières semaines, depuis qu'elle avait commencé ses énigmatiques soirées tardives dans son agence de marketing. L'écran du téléphone illumina l'obscurité. Un numéro inconnu, un message texte, « J'ai hâte de te voir demain. La cabane est prête, et M. » Harper bougea à côté de moi, ses cheveux auburn ruisselant sur l'oreiller. Harper, belle et ambitieuse, qui avait épousé quelqu'un qu'elle considérait comme étant d'un rang inférieur. Harper, qui était restée distante pendant des mois, l'attribuant au stress lié au travail. Harper, qui maintenant, semblait-il, possédait un téléphone clandestin caché dans notre chambre. J'ai glissé l'appareil sous le matelas et j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. 3 jours plus tard, toute la vérité m'apparut. L'homme qu'elle rencontrait était Mason Keller, mon demi-frère. L'enfant chéri qui avait hérité du charisme de papa, tandis que j'avais reçu ses mains calleuses et son caractère obstiné. Mason, avec son empire immobilier florissant et ses costumes à $1000. Mason, qui avait toujours trouvé des moyens de s'emparer de ce qui m'appartenait légitimement. J'ai découvert cette triste réalité assis dans mon camion devant la cabane Rosewood, observant avec des jumelles la Honda d'Harper s'arrêter à côté de la BMW de Mason, la regardant se précipiter dans ses bras comme un cliché de film romantique. Les observant s'embrasser avec une passion qu'elle avait cessé de me montrer 2 ans auparavant. L'horloge du tableau de bord indiquait 15h15. Harper m'avait informé qu'elle serait occupée par des réunions avec des clients jusqu'à 20h. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à élaborer un plan. Je m'appelle Adam Keller, j'ai 34 ans, je suis mécanicien d'équipement, marié depuis 6 ans à une femme qui venait de briser mon monde. Voici le récit de la façon dont j'ai riposté en brisant le sien. Mais tout d'abord, permettez-moi de raconter comment nous sommes arrivés à ce point. Harper et moi nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un pique-nique d'entreprise. Elle était employée par Meridian Marketing, je réparais leur photocopieur. Elle incarnait tout ce que je n'étais pas, raffiné, éduqué, sûr d'elle dans les réunions sociales. J'étais l'individu discret capable de remettre en état de marche n'importe quel appareil mécanique. Vous avez des mains douces, avait-elle fait remarquer, en m'observant réparer la machine à glaçons en panne. J'aime ça. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois. Ses amis pensaient qu'elle se déclassait, tandis que mes amis pensaient que j'avais gagné le gros lot. Selon toute vraisemblance, les deux avaient une part de vérité. Le mariage était petit mais élégant. Harper s'est occupé de tous les arrangements. Je suis simplement apparu dans le smoking qu'elle avait choisi et j'ai récité mes vœux. Mason a prononcé un discours sur les liens familiaux et les secondes chances. Tout le monde a ri lorsqu'il a plaisanté en disant qu'il me remettait sur le droit chemin. J'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs même à ce moment-là. La façon dont le regard d'Harper s'attardait sur lui pendant le discours. La façon dont la main de Mason est restée sur son épaule un peu trop longtemps pendant les photos. Mais j'étais consumé par l'amour. L'amour, semble-t-il, peut rendre idiot. Les 3 premières années ont été idylliques. Harper a gravi les échelons chez Meridian, tandis que j'ai créé ma propre petite entreprise de réparation. Nous avons acheté la maison sur Maple Street, avec une clôture blanche, et avons envisagé de fonder une famille. Au cours de la 4e année, un changement perceptible s'est produit. Les promotions d'Harper se sont accompagnées de longues heures et de voyages d'affaires. Elle rentrait à la maison épuisée, l'attribuant à la nature de plus en plus exigeante de son travail. Je l'ai cru, parce que je le voulais désespérément. Au cours de la 5e année, elle a cessé de porter son alliance au travail. Elle s'accroche au papier, expliquait-elle. Il s'agit de maintenir une image professionnelle. La 6e année a commencé avec Harper suggérant que j'élargisse mes horizons, peut-être en prenant des cours de commerce ou en participant davantage à des activités de réseautage. Tu as tellement de potentiel, Adam, disait-elle. Tu as juste besoin de t'appliquer. J'étais, à ses yeux, une gêne. La distance entre nous s'est creusée. Moins de dîners en famille. Chambres séparées, attribuées à mes ronflements. Harper travaillant le week-end. Harper prenant des appels en privé. Et puis est venue cette nuit fatidique avec le téléphone jetable. Après avoir découvert la réunion clandestine dans la cabane, j'ai eu le choix.
Je pouvais les affronter immédiatement et assister à la désintégration de mon mariage au milieu d'accusations et de démentis, ou je pouvais rester silencieux et m'assurer de toute l'étendue de leur traîtrise. J'ai opté pour la connaissance. Pendant 2 semaines, je suis devenu un fantôme dans ma propre existence. Harper supposait que j'étais simplement déprimé à cause du travail. Je lui ai permis de maintenir cette illusion tout en documentant méticuleusement tout. J'ai suivi le signal du téléphone jetable à l'aide d'une application de suivi. Harper rejoignait Mason 2 fois par semaine dans divers endroits de la ville, le motel Riverside, un bar à vin du centre-ville, et parfois simplement dans des voitures garées sur des terrains vagues. J'ai installé une caméra miniature dans la Honda d'Harper pendant qu'elle dormait. Les conversations que j'ai enregistrées auraient fait rougir des marins chevronnés. Adam. Tellement prévisible, Harper a ri lors d'un trajet avec Mason. À la maison à 6 heures. Dîner, télévision, lit. Mon Dieu, c'est comme être marié à un Golden Retriever. Tu mérites mieux, répondait Mason. Tu l'as toujours mérité. Je sais. C'est juste, je me sens coupable parfois. Ce n'est pas une mauvaise personne. La culpabilité est une perte de temps, Harper. La vie est trop courte pour se contenter de peu. Cela m'a blessé plus profondément que les baisers. Mais la véritable révélation s'est produite pendant leur 3e semaine de surveillance. Mason a pris Harper pour ce qu'elle m'avait dit être une soirée entre filles avec Carla. Au lieu de cela, ils se sont rendus au bureau de Mason, au centre-ville. À travers la caméra, j'ai vu Mason étaler des documents sur son bureau, des demandes de prêts, des propositions commerciales, des contrats immobiliers, concernant l'entreprise de construction. Adam veut se lancer, a dit Mason. Je peux faire en sorte que ça se fasse plus vite qu'il ne le pense. Harper s'est penché sur les papiers. Comment? Ton nom figure sur ses comptes de crédit, n'est-ce pas? Compte courant joint. Tu pourrais te porter caution pour les prêts d'équipement, lui obtenir le capital de démarrage qu'il économise, a suggéré Mason. C'est de la fraude. C'est la famille qui est de la famille. Adam réalise son rêve d'entreprise. Nous obtenons les garanties dont nous avons besoin pour le projet Phoenix. J'ai vu Harper hésiter, puis acquiescer. Combien? 80 000 devrait suffire. La banque ne remettra rien en question avec tes revenus en garantie. Ils avaient conspiré pour voler mon avenir afin de financer le leur. Cette nuit-là, j'ai examiné nos comptes. Harper avait déjà transféré 42 000 de nos économies vers un compte commercial que je n'avais jamais vu. Le compte était intitulé Keller Brothers Construction, LLC. Je n'étais pas inscrit comme associé. Le lendemain matin, je me suis fait porter malade au travail et je me suis rendu au palais de justice du comté. Les registres publics ont révélé que Mason avait déposé les documents de création de Keller Brothers Construction 3 mois auparavant. L'adresse indiquée était une propriété qu'il possédait à Phoenix. Harper avait falsifié ma signature sur les statuts constitutifs. J'étais assis dans mon camion sur le parking du palais de justice, fixé sur les documents. 6 ans de mariage. 12 ans à aimer quelqu'un qui me percevait comme un simple tremplin vers quelque chose de mieux. La rage qui me consumait n'était pas chaude et explosive, mais froide, calculatrice et patiente. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai fait des recherches sur tout ce qui concernait la fraude commerciale, le vol d'identité et les délits financiers. Par la suite, je me suis rendu dans 3 banques différentes et je me suis renseigné sur les procédures de prêt, les exigences en matière de garantie et les procédures de défaut de paiement. Le savoir, c'est le pouvoir, et j'étais sur le point de devenir immensément puissant. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Pendant le mois qui a suivi, j'ai joué le rôle du mari inconscient tout en construisant méticuleusement mon dossier. Harper a continué sa mascarade de nuit tardive au travail et de conférences de week-end. Mason a envoyé des fleurs à notre maison à 2 reprises, affirmant qu'il s'agissait de compositions pensées pour vous à l'occasion de mon prochain anniversaire. J'ai tout documenté. Des photographies d'Harper partant pour ses conférences fictives. Des enregistrements audio des appels téléphoniques entre elle et Mason. Des captures d'écran de messages textes provenant du téléphone jetable. Cependant, les preuves à elles seules étaient insuffisantes. J'avais besoin d'un levier. Je l'ai trouvé grâce à Amanda Walsh, l'ancienne petite amie de Mason d'il y a 2 ans. Elle travaillait comme assistante juridique au centre-ville et avait une connaissance directe des pratiques commerciales de Mason. Il commet cette escroquerie depuis des années, m'a confié Amanda autour d'un café dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Trouver un pigeon avec un bon crédit,
l'utiliser pour obtenir des prêts, puis structurer l'entreprise de manière à ce qu'il assume toute la responsabilité quand les choses tournent mal. Combien d'autres? Au moins 3 que je connais. Un homme a perdu sa maison, un autre a dû se déclarer en faillite. Amanda a fait glisser une enveloppe Manille sur la table. Des documents financiers datant de l'époque où Masson et moi étions ensemble. Des relevés bancaires, des emails, des notes de réunion. Il garde tout parce que son ego ne lui permet pas de reconnaître ses échecs. J'ai ouvert l'enveloppe. Des relevés bancaires montrant des virements de plusieurs comptes personnels vers les différentes LLC de Masson. Des chaînes de mails discutant de l'acquisition d'investisseurs et du transfert de responsabilités. Pourquoi m'aidez-vous, ai-je demandé. Le sourire d'Amanda était tranchant comme du verre brisé. Parce que Masson Keller détruit tout ce qu'il touche, et il est temps que quelqu'un lui rende l'appareil. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier ma vengeance. Le plan comprenait 3 phases, documentation, perturbation et dévastation. La documentation était presque terminée. Je possédais suffisamment de preuves pour enterrer Harper et Masson sous des accusations criminelles et des procès civils. Cependant, je désirais plus que de simples victoires juridiques. Je voulais qu'ils ressentent la même impuissance qu'ils m'avaient infligée. La perturbation viserait leurs ressources et leur système de soutien. L'entreprise de Masson reposait sur la confiance des investisseurs et les relations personnelles, la carrière d'Harper nécessitait une réputation professionnelle et une position sociale. Tous deux étaient sur le point de s'effondrer. La dévastation serait personnelle, publique et finale. J'ai commencé par les investisseurs de Masson. En utilisant les dossiers d'Amanda, j'ai identifié les 3 principaux bailleurs de fonds du projet Phoenix de Masson, de riches locaux qui avaient confié à Masson leurs fonds de retraite et l'argent de leur résidence secondaire. J'ai créé des comptes de messagerie anonymes et j'ai commencé à leur envoyer des documents relatifs aux escroqueries précédentes de Masson. Relevés bancaires prouvant des détournements de fonds. Documents juridiques justifiant des partenariats fictifs. Photographies de propriétés qui n'existaient que sur papier. En une semaine, 2 investisseurs ont exigé des réunions d'urgence. La façade confiante de Masson a commencé à se fissurer sous leurs questions concernant la transparence financière et les échéanciers du projet. Simultanément, j'ai ciblé le réseau professionnel d'Harper. Meridian Marketing était fier de ses pratiques commerciales éthiques et de son implication dans la communauté. Ils avaient présenté Harper dans leur bulletin d'entreprise comme un exemple d'intégrité en action. J'ai envoyé des colis anonymes au conseil d'administration de Meridian. Copie des documents de constitution contrefaits. Capture d'écran des SMS d'Harper concernant l'escroquerie de son mari. Enregistrements audio documentant ses conversations avec Masson, révélant leurs machinations pour manipuler les comptes clients et dissimuler les transactions personnelles. Pendant cette semaine, Harper a été convoquée au bureau de son supérieur à 3 reprises. Elle rentrait chez elle chaque jour de plus en plus agitée, déplorant la toxicité croissante de la politique de bureau. Je lui offrais un soutien compatissant, tout en documentant secrètement sa panique croissante. Cependant, la véritable perturbation a commencé lorsque j'ai directement ciblé leur infrastructure financière. En utilisant les informations sur le compte commercial que j'avais découverte, j'ai soumis des signalements de fraude à la fois à l'Internal Revenue Service et au ministère du Commerce de l'État. Ma soumission comprenait une documentation complète démontrant que Keller Brothers Construction opérait sans licence appropriée, employait des accords de partenariat falsifiés et présentait de manière inexacte l'origine des revenus. Bien que les enquêtes qui ont suivi aient été prévues pour durer plusieurs mois, la conséquence immédiate a été le gel de tous les comptes commerciaux en attendant leur examen. Le projet Phoenix de Masson s'est brusquement arrêté. Harper a reçu un appel de leur banque un mardi matin. Depuis la cuisine, j'ai écouté secrètement alors qu'elle se disputait avec véhémence avec un représentant du service clientèle au sujet des blocages non autorisés placés sur des comptes dont elle ignorait ostensiblement l'existence. « C'est ridicule », s'est-elle exclamée au téléphone. Mon mari n'a jamais autorisé d'enquête. Après avoir mis fin à l'appel, Harper s'est affalée à notre table de cuisine, la tête enfouie dans ses mains. Pendant un bref instant, j'ai presque ressenti un pincement de sympathie pour elle. Puis, l'image du téléphone jetable a refait surface dans mon esprit, et ce sentiment s'est évaporé. « Tout va bien ?» ai-je demandé, en versant du café. Juste du stress lié au travail, a esquivé Harper. Des problèmes de paiement de certains clients. J'ai hoché la tête avec sympathie et lui ai présenté le café. Je suis sûr que tu vas trouver une solution. Tu le fais toujours. Elle m'a regardé avec une expression qui aurait pu être interprétée comme de la culpabilité ou de la peur.
2 semaines plus tard, le projet Phoenix a subi un effondrement complet et irréversible. Les investisseurs de Mason ont retiré leur capital après avoir reçu des colis anonymes supplémentaires contenant des photographies de surveillance montrant Mason et Harper ensemble dans divers hôtels. Le dernier colis comprenait une note dactylographiée par un professionnel. Confieriez-vous votre épargne retraite à un homme qui escroque sa propre famille? Mason a été contraint de vendre sa BMW et de réduire son espace de bureau. Harper a cessé de recevoir de mystérieuses livraisons de fleurs. Mais ma campagne ne faisait que commencer. La phase de confrontation a été inaugurée lors de la fête d'anniversaire d'Harper. Elle avait organisé un dîner chez Enzo, l'élégant restaurant italien où nous avions célébré notre premier anniversaire. Des collègues de Méridian, des connaissances du quartier et sa camarade de chambre de l'université en visite depuis Seattle étaient tous présents. Harper portait la robe noire que je lui avais offerte comme cadeau de Noël. Elle riait aux blagues de ses collègues et posait pour des photos comme si tout était parfait. J'ai joué le rôle du mari dévoué à la perfection, en tenant sa chaise, en remplissant les verres de vin et en partageant des anecdotes embarrassantes de nos débuts amoureux. Pendant le dessert, je me suis levé pour porter un toast. Il y a 6 ans, j'ai épousé ma meilleure amie, ai-je commencé, en levant mon verre. Harper m'a tant appris sur l'ambition, sur la poursuite des rêves, sur l'importance primordiale des liens familiaux. La table répondit par des murmures approbateurs. Harper rayonnait. Elle m'a démontré que le succès exige des sacrifices, qu'il faut parfois prendre des risques pour construire la vie que l'on désire. D'autres hochements de tête approbateurs suivirent. Harper me serra la main. En fait, Harper a pris des risques considérables ces derniers temps, en investissant dans de nouvelles opportunités, en nouant des partenariats avec des personnes qui partagent sa vision. Le sourire de Harper vacilla légèrement. Je suis immensément fier de son sens des affaires, de sa capacité à discerner le potentiel là où d'autres ne perçoivent que des obstacles, de son talent pour unir les gens au profit mutuel. Je plongeai la main dans la poche de ma veste et en sortis une enveloppe en papier craft. C'est pourquoi je souhaitais partager avec vous tous quelques-unes des récentes réalisations de Harper. L'enveloppe contenait des copies imprimées des SMS de Harper avec Mason. Les messages romantiques, ceux qui détaillent leurs projets commerciaux à Phoenix, ceux qui se moquent de notre mariage. Je fis circuler les papiers autour de la table comme s'il s'agissait de cadeaux de fête. Le teint de Harper devint cendré. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle. « Je partage ton histoire de réussite » répondis-je calmement. « Tout le monde devrait être conscient de ton talent exceptionnel pour bâtir des partenariats. » Sa camarade de chambre de la fac termina sa lecture en premier. « Harper, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas ce que ça semble être. » « Vraiment ? » Je récupérai mon téléphone et lançai la lecture d'un enregistrement audio. La voix de Harper résonna dans tout le restaurant. Adam est tellement prévisible. Mon Dieu, c'est comme être marié à un Golden Retriever. La table se tut, à l'exception de l'enregistrement de Harper et Mason riant de mes prétendues limitations. Adam, arrête, implora Harper. Pourquoi ? C'est ton moment, Harper. Tes amis devraient connaître la vraie toi, la femme qui a falsifié des signatures pour voler son mari, l'épouse qui rencontre son amant dans des motels miteux pendant que son mari fait les doubles quarts. Le superviseur de Harper chez Méridian avait le visage rouge de colère. Harper, dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Je peux m'expliquer, balbutia TL. En fait, intervins-je, permettez-moi de vous expliquer. Je me levai et m'adressai à toute la table comme si je faisais une présentation. Au cours des 4 derniers mois, ma femme a entretenu une liaison avec mon demi-frère. Ils ont utilisé des documents falsifiés pour établir des partenariats commerciaux fictifs à mon nom. Ils ont détourné plus de 40 000 $ de nos comptes joints pour financer une escroquerie immobilière à Phoenix. Et Harper a fourni des informations sur les clients de Méridian à Mason pour des opportunités d'investissement privilégiées. Le silence qui suivit était assourdissant. Harper se leva d'un bond. Tu es fou. Tout ça est inventé. Je produisis des documents supplémentaires. Relevé bancaire, photo de la cabane, copie des statuts constitutifs portant sa signature falsifiée, preuve ADN des reçus de motel. Je demandai avec douceur, où devrions-nous parler de la fausse alerte de grossesse que tu as eue le mois dernier, et dont tu ne pensais apparemment pas que j'étais au courant. Le visage de Harper se décomposa. Plusieurs personnes à la table reculèrent leurs chaises. Harper, dit lentement son superviseur, nous devons parler dès lundi matin. Je posai 100 $ sur la table pour couvrir nos repas et partis.
Harper me poursuivit jusqu'au parking, déchaînant un torrent d'accusations et de menaces. Je la laissai se défouler pendant que je déverrouillais mon pick-up. Tu ne comprends pas, dit-elle enfin, son ton se transformant en désespoir. Mason m'a convaincu que nous t'aidions, que l'entreprise profiterait à tout le monde. Est-ce que Mason t'a aussi convaincu de coucher avec lui? Harper se mit à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas le genre manipulateur. Adam, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. Je vais rompre avec Mason. Je montai dans mon pick-up et baissai la vitre. Harper, tu n'as pas le droit de demander grâce quand tu as vendu ma vie. Je m'éloignai en voiture, la laissant debout sur le parking du restaurant dans sa robe noire et son maquillage ruiné. La phase suivante exigeait une action plus directe. Mason avait tenté de me contacter pendant des jours après le fiasco de l'anniversaire de Harper. SMS, messages vocaux, même des apparitions sur mon lieu de travail, je les avais tous ignorés tout en préparant notre confrontation inévitable. Lorsque j'ai finalement rappelé Mason, sa voix était tendue d'une fausse confiance. Adam, il faut qu'on parle. Toute cette situation a dégénéré. Je suis d'accord, répondis-je. Demain soir, la carrière de Miller, 21h. La carrière de Miller? Pourquoi là-bas? Intimité. Juste toi et moi, Mason. Il est temps de régler cette affaire de famille. La carrière de Miller était un site minier abandonné situé à 20 minutes de la ville de l'eau profonde, pas de réseau cellulaire, pas de témoins. Parfait pour ce que j'avais prévu. J'arrivai tôt et positionnai mon pick-up de manière à bloquer le seul chemin d'accès. Lorsque le véhicule restant de Mason, une berline de location, s'arrêta, je l'attendais avec une clé à molette et un sac de sport. Mason émergea, vêtu d'un jean de marque et d'un polo. Mauvaise tenue pour ce qui allait arriver. Adam, écoute. Non, l'interrompis-je. Écoute, toi. Pendant 34 ans, tu as pris tout ce qui était à moi, l'attention de papa, les opportunités familiales, maintenant ma femme et mon argent. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Quelle partie? Coucher avec Harper ou voler mes économies? Mason esquissa son sourire charmeur habituel. Écoute, Harper et moi, c'est arrivé comme ça. Mais l'histoire de l'entreprise était légitime. J'allais faire de toi un vrai partenaire une fois que l'affaire Phoenix serait conclue. Je ris, j'ai vraiment ri. Mason, j'ai vu les actes de constitution, les comptes bancaires, les accords avec les investisseurs. Mon nom n'apparaît absolument nulle part, sauf sur les demandes de prêts frauduleuses. Le sourire de Mason s'évanouit. D'accord, très bien. Peut-être que j'ai mal géré les papiers. Mais on peut arranger ça. Partager les bénéfices équitablement. Harper n'a pas à intervenir dans les décisions commerciales. Tu as raison, dis-je, en sortant quelque chose du sac de sport. Harper n'intervient plus dans rien. Je brandis les papiers de divorce que j'avais déposés ce matin, avec les preuves d'adultère et de fraude financière. Harper ne recevrait rien, à part des frais d'avocat. Le visage de Mason devint pâle. Adam, tu fais une erreur. Harper t'aime. Cette histoire avec moi n'était que physique, une crise de la quarantaine. Mauvaise réponse. Je brandis la clé à molette. Mason plongea sur le côté, trébuchant sur des pierres détachées. Putain, Adam, tu es fou? Probablement. Nous nous sommes battus comme des bêtes dans la terre et le gravier. Mason était plus grand mais plus mou. J'avais passé des années à manier des marteaux et à déplacer du matériel lourd. L'issue était inévitable. Quand Mason fut à terre, sa chemise déchirée, je lui attachai les mains derrière le dos avec des colliers de serrage et le traînai jusqu'au bord de la carrière. Adam, attends. On peut arranger ça. Je récupérai mon téléphone et commençai à enregistrer une vidéo. Dis bonjour à YouTube, Mason. L'heure de ta confession publique a sonné. Je ne vais rien avouer. J'indiquai l'eau, 6 mètres plus bas. Très bien, mais cette vidéo sera automatiquement mise en ligne sur toutes les plateformes de médias sociaux si je ne me connecte pas à mon ordinateur toutes les heures. Les yeux de Mason s'écarquillèrent. Tu bluffes. Je ne bluffais pas. J'avais passé 2 semaines à me renseigner sur les interrupteurs de sécurité et les téléchargements automatiques. La technologie était merveilleuse quand on avait le temps de faire des recherches. 30 secondes, Mason. Avoue tout ou va piquer une tête. Mason regarda l'eau sombre,
puis mon visage. Ce qu'il y discerna le convainquit que je ne bluffais pas. D'accord, j'ai séduit Harper pour avoir accès à ses comptes financiers. Je me suis retrouvé à avoir besoin de capitaux d'investissement pour le projet Phoenix, et elle s'est présentée comme la cible la plus facilement accessible. Continuant dans cette voie, j'ai procédé à la falsification de la signature d'Adam sur des documents commerciaux essentiels, exploitant sa cote de crédit irréprochable pour obtenir des prêts que je n'avais aucune intention de rembourser. Le cœur de mon plan consistait à déclarer faillite, le laissant ainsi supporter l'intégralité de la dette. Et Harper était au courant de tout ça. Mason fit un signe de tête misérable en réponse. Elle savait tout. De plus, elle m'a activement aidé. Elle pensait que nous allions nous enfuir ensemble à Phoenix. Cependant, une fois les fonds obtenus avec succès, j'ai cessé l'enregistrement et j'ai rapidement envoyé la vidéo à mon compte de messagerie sécurisé, félicitant effectivement Mason pour son auto-incrimination. Tu viens d'avouer une multitude de crimes devant la caméra. Par la suite, je l'ai laissé ligoter avec des colliers de serrage à un arbre, vêtu uniquement de ses sous-vêtements, et orné d'une pancarte en carton proclamant « Je vole ma famille ». Finalement, quelqu'un le découvrirait sans aucun doute. Si l'humiliation devait perdurer indéfiniment, j'avais réservé la forme de rétribution la plus puissante pour la fin. Harper, ayant été enfermée dehors, avait emménagé chez ses parents après que j'ai changé les serrures de notre domicile conjugal. Elle avait appelé sans cesse, laissant des messages vocaux qui oscillaient entre des expressions de colère, de désespoir et des menaces pures et simples. Je les ai tous ignorés jusqu'au jour où elle est apparue sur mon lieu de travail en compagnie de son père, Adam. Son père a entamé la conversation avec les mots « Nous devons discuter de cette situation rationnellement ». Le père d'Harper était, de toute évidence, un homme bon. Un professeur retraité et un diacre de l'Église, il épousait sincèrement le principe de traiter les gens de manière équitable et juste. Il ignorait superbement la personne en laquelle sa fille s'était transformée. Monsieur Walsh, j'apprécie que vous ayez pris le temps de venir ici, cependant, cette affaire concerne strictement Harper et moi. Elle allègue que vous avez fabriqué des preuves et formulé de fausses accusations. En réponse, j'ai récupéré ma tablette et lui ai présenté les enregistrements audio, mettant en évidence la propre voix d'Harper me qualifiant de prévisible et d'ennuyeux. Les enregistrements ont également capturé ses rires alors que Mason se moquait de mes limites perçues. Quant à M. Walsh écouta, son visage visiblement blêmi. Harper, articula-t-il doucement, est-ce que c'est vrai? Harper évita son regard, offrant un timide « Papa, c'est compliqué. » Est-ce que c'est vrai? Oui. La profonde déception gravée sur le visage de son père était déchirante à voir. Pendant un bref instant, j'ai presque ressenti une résurgence de sympathie pour Harper. Presque. Monsieur Walsh, déclarai-je, mon intention n'est pas d'infliger de la peine à votre famille. Cependant, Harper a fait des choix qui ont irrémédiablement brisé notre mariage et sapé ma stabilité financière. Le système judiciaire traitera les accusations de fraude en conséquence. Mon seul désir est d'aller de l'avant. Il acquiesça lentement, exprimant sa compréhension. Je comprends, Harper. Nous partons. Après leur départ, j'ai été submergé par un profond sentiment de vide. 6 années de mariage avaient été réduites à une collection de documents juridiques et de dossiers de preuves. Cependant, le récit n'était pas encore complet. La confrontation finale eut lieu 3 mois plus tard au bar de Casey, en centre-ville. J'avais consciencieusement évité mes anciens repères, mais j'ai reconnu la nécessité de régler les problèmes persistants avant de quitter définitivement la ville. Harper était présente, accompagnée de Carla et de 2 autres amis de Méridian. Elle semblait amaigrie et fatiguée. Ses cheveux étaient plus courts et moins méticuleusement coiffés qu'avant. Au lieu de son vin habituel, elle consommait du whisky. Elle remarqua immédiatement ma présence mais feignit l'indifférence. J'ai commandé une bière et me suis installé dans une banquette d'angle, l'observant de loin. Ses amis étaient visiblement mal à l'aise. L'une d'elles vérifiait son téléphone à plusieurs reprises, comme si elle cherchait d'éventuelles voies de sortie. Carla, en particulier, jetait des coups d'œil furtifs dans ma direction. Finalement, enhardi par le courage liquide, Harper s'approcha de ma table d'un pas mal assuré. Content maintenant, articula-t-elle péniblement. Pas particulièrement, répondis-je. J'ai perdu mon emploi. Mason est incarcéré, en attente de son procès. Mes parents me reconnaissent à peine. Je suis sincèrement désolé d'apprendre ça pour vos parents. Ils ne méritent pas d'être soumis à ça. Harper répondit par un rire amer.
Mais moi, oui, c'est ça? Tu as fait des choix, Harper. Des choix d'adulte qui entraînent des conséquences d'adulte. Je fixai mon regard sur elle pendant un long moment. La femme que j'ai aimée pendant 6 ans. La femme qui avait juré de m'aimer en retour. Harper, toi et Mason ne complotiez pas seulement pour voler mon argent. Votre intention était de disparaître ensemble, me laissant accabler de dettes insurmontables qui auraient effectivement ruiné ma vie. Faillite, une cote de crédit détruite et d'éventuelles accusations criminelles lors de la découverte de ma signature falsifiée sur des documents frauduleux. Mason a dit. Mason nous a menti à tous les deux. La distinction cruciale réside dans le fait que tu as choisi de le croire, car cela te fournissait précisément ce que tu désirais. Harper se remit à pleurer. Je t'aimais, Adam. Je t'aimais vraiment. Peut-être. Mais pas suffisamment. Je finis ma bière et me levai pour partir. Adam, attends. Harper attrapa mon bras. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je baissai les yeux sur son visage baigné de larmes. Je vais construire la vie que j'aurais dû avoir ailleurs. Avec quelqu'un qui ne me percevra pas comme un simple tremplin vers quelque chose de mieux. Est-ce que tu me pardonneras un jour? Je contemplai la question avec sérieux. Probablement. Cependant, je n'oublierai jamais, et je ne te ferai plus jamais confiance. Je me retournai et m'éloignai de Harper Walsh pour la dernière fois. 6 mois plus tard, je résidais dans une cabane située en dehors d'Asheville, en Caroline du Nord. De l'air pur des montagnes, des ruisseaux immaculés et des voisins qui s'abstenaient de fouiller trop profondément dans le passé de chacun. J'avais utilisé avec succès les preuves des stratagèmes de Mason pour récupérer la majorité des fonds volés grâce à des procédures judiciaires civiles. Harper était tenu de verser des dommages et intérêts, mais ne possédait plus aucun actif. Mason purgeait une peine de prison de 3 ans pour fraude et ferait face à des poursuites civiles supplémentaires à sa libération. Mon divorce était finalisé, et ma nouvelle entreprise, une entreprise légitime cette fois-ci, se développait régulièrement. J'avais acquis un chien nommé Rex et aménagé un atelier où je réparais les moteurs des entrepreneurs locaux. Ce n'était pas la vie que j'avais envisagée, mais elle était paisible, honnête et, surtout, la mienne. Parfois, mes pensées dérivaient vers Harper et Mason, me demandant s'ils communiquaient encore, s'ils se blâmaient mutuellement ou eux-mêmes, et si Harper avait tiré des leçons précieuses des décombres de ses choix. Cependant, la plupart du temps, je ne m'attardais pas du tout sur eux. Un soir, alors que j'étais assis sur le porche de ma cabane, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de couleurs vives, mon téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait un numéro inconnu. Bonjour, Adam. C'est Carla, l'ancienne amie d'Harper. Je ne lui avais pas parlé depuis le divorce. Que puis-je faire pour vous, Carla? Je voulais que tu saches qu'Harper est fiancé. Je n'ai ressenti aucune émotion perceptible. Pas de colère, pas de tristesse, pas de jalousie, rien. À son supérieur, celui qui a mis fin à son contrat. L'ironie ne m'échappe pas, Adam. Elle raconte que tu étais violent, que tu as fabriqué des preuves et que tu l'as menacé. J'ai pris une gorgée de mon café et observé un faucon planer avec grâce au-dessus de la vallée. Ce que les gens choisissent de croire révèle en fin de compte davantage sur eux que sur moi. Tu ne veux pas te défendre? Pourquoi? Tous ceux qui me connaissent sont déjà au courant de la vérité. Et ceux qui ne la connaissent pas ne valent pas la peine d'être convaincus. Carla marqua une pause de silence. Tu es différent maintenant. En mieux ou en pire? Plus dur. Plus froid. Parfois, c'est précisément ce que la survie exige. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté pensif, méditant sur l'homme que j'avais été autrefois par rapport à l'homme que j'étais devenu. Harper et Mason avaient tenté d'anéantir ma vie à des fins égoïstes. Au lieu de cela, ils m'avaient involontairement libéré du fardeau de me soucier de l'opinion des autres. Je ne savais toujours pas si cela constituait une victoire ou une perte, mais c'était indéniablement définitif. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui auraient autrefois eu une importance considérable. Mason avait obtenu une libération anticipée pour bonne conduite et travaillait dans un fast-food à Phoenix. Les fiançailles d'Harper avaient été rompues après que son fiancé eut pris connaissance de ses antécédents criminels. J'ai supprimé les messages sans répondre. Mon passé était mort. Mon avenir était ce que je choisirais d'en faire. Alors que je promenais Rex sur les sentiers de montagne sinueux ce matin-là, je suis parvenu à une profonde réalisation. La vengeance n'avait pas réussi à m'apporter le bonheur.
La justice n'avait pas guéri les blessures de la trahison. Aller de l'avant n'avait pas effacé la douleur. Cependant, cela m'avait conféré quelque chose de bien plus précieux que le simple bonheur, la paix. Pas la paix qui découle du pardon ou de la conclusion. Plutôt, la paix qui découle de la reconnaissance que certains chapitres se terminent non pas par une résolution, mais par une acceptation. Que certaines personnes choisiront invariablement de nuire aux autres pour leur propre gain. Harper et Mason avaient dévoilé leur véritable nature. J'avais répondu de la même manière, révélant la mienne. La distinction cruciale résidait dans ma capacité à vivre avec les choix que j'avais faits. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Sarah dans un café du coin. Elle était vétérinaire, récemment divorcée, avec 2 enfants et une perspective pragmatique sur la vie. Nous avons commencé comme amis, avons évolué en partenaires, et avons finalement fini par tomber amoureux d'une manière progressive et durable. Sarah connaissait mon histoire, dans son intégralité. Elle postulait que cela expliquait mon approche prudente de la confiance, mais mon engagement inébranlable envers la loyauté. « Tu n'es pas brisé », m'a-t-elle assuré un soir alors que nous regardions ses enfants gambader dans la cour. « Tu es simplement prudent. » Il y a une profonde différence. Parfois, je me surprends à me demander si j'aurais pu gérer la situation différemment, peut-être en adoptant une approche plus magnanime. Aurais-je pu ? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement, non. Pas alors. Pas à la lumière de ce qu'ils avaient fait à cette époque. Tu l'as géré exactement comme tu devais le faire. Sarah avait raison. J'en étais venu à accepter l'homme que j'étais devenu. Harper et Mason m'avaient appris que l'amour dépourvu de respect n'est rien de plus que de la manipulation. Que la confiance sans vérification s'apparente à de la stupidité. Que le pardon sans conséquence revient essentiellement à encourager. Des leçons dures, certes, mais néanmoins inestimables. Je n'ai plus jamais rencontré Harper ou Mason. Selon des connaissances communes, Harper avait déménagé en Floride et travaillait dans le commerce de détail. Mason avait déclaré faillite et était retourné vivre chez sa mère. Leurs choix ont eu des conséquences considérables qui ont duré plus longtemps que leurs plans initiaux. J'avais conservé un souvenir du mariage. Notre photo de mariage. Pas par nostalgie, mais comme un rappel brutal de la force de persuasion que peuvent avoir les mensonges lorsque l'on est prédisposé à les croire. Parfois, tard dans la nuit, je contemplais cette photo et me souvenais de l'homme qui avait ardemment cru au concept du « ils vécurent heureux pour toujours ». Il ne me manquait pas, à proprement parler, mais je respectais son optimisme inhérent. L'homme que j'étais devenu était plus endurci, mais aussi plus sage. Plus prudent, mais pas cynique. Il avait compris que certaines personnes privilégieraient invariablement l'égoïsme à la loyauté. Cependant, il avait également appris que tout le monde n'était pas taillé dans le même tissu qu'Harper ou Mason. Sarah illustrait cette vérité chaque jour, aboutissant à notre jour de mariage. Une petite cérémonie, dépourvue de discours élaborés sur les liens familiaux. La demoiselle d'honneur de Sarah m'a demandé si j'avais des conseils à donner pour leur mariage. Faites confiance, mais vérifiez, ai-je répondu. L'amour ne peut pas résister à la trahison, mais il peut endurer l'honnêteté. Sarah sourit et me serra doucement la main. Même quand l'honnêteté est douloureuse. Surtout alors. Tandis que nous nous balancions au rythme de notre première chanson, mes pensées se sont tournées vers le chemin ardu qui m'avait mené jusqu'à cet instant précis. La trahison qui avait failli me consumer m'avait finalement guidé vers quelqu'un qui comprenait véritablement la valeur intrinsèque de la loyauté. Harper et Mason avaient détruit tout ce que je croyais autrefois désirer, pour finalement m'enseigner ce dont j'avais réellement besoin. Je ne leur ai jamais exprimé ma gratitude pour cette leçon, mais je ne l'ai jamais oubliée non plus. Parfois, la forme de vengeance la plus puissante consiste simplement à survivre à ceux qui ont cherché à vous enterrer.